Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Orange Advertising, France Télévisions Publicité, Smile Wanted, TradeLab et Emotive, avec pour partenaires médias CB News et Redcard. Partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Ce contenu est également accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Programmatique, une route vers l'enfer, pavée de bonnes intentions. Malgré les prophéties de ses débuts, le programmatique, c'est pas automatique. Interopérabilité des technologies défaillantes, manque de transparence en termes de diffusion des campagnes, provenance des datas pas toujours claires, nombreuses sont les défaillances qui, parfois, ont refroidi certains acheteurs à intensifier leur achat via le programmatique. Et pourtant, près de 70% du marché publicitaire utilise ce mode d'achat pour optimiser ses campagnes en ligne. Pourquoi le programmatique est si simple en théorie et si complexe en pratique ? Le programmatique vend-il du rêve ? Quels seraient les bons réflexes que devraient adopter les acheteurs afin d'assurer le succès opérationnel et marketing de leur campagne programmatique ? Pour en discuter, Élodie Dratler d'Emotive, Guy Leflève d'AdClick, Eric Gellers de Programmatic Marketing, Antoine Saglier de ZBO Media. Bonjour à tous, bienvenue sur The Programmatic Society. Aujourd'hui, on a un titre de thème un petit peu philosophique, mais qui, à mon sens, et au sens de plusieurs pour beaucoup d'acteurs sur le marché, est une peut-être une réalité, à savoir programmatique, une route vers l'enfer, pavée de bonnes intentions. L'idée est simplement d'expliquer que le programmatique a en lui un certain nombre de promesses, ou en tout cas a émis un certain nombre de promesses, mais pourquoi est-ce si complexe parfois de mettre en place une campagne programmatique et pourquoi parfois quelques déceptions ? Je dis parfois et quelques, et non pas tout le temps, vous l'aurez remarqué. Première question, et on commencera par toi, Élodie. Pourquoi le programmatique est si simple en théorie et si complexe en pratique ? Mais parce qu'il a commencé sur une promesse justement de simplification des achats. Globalement, par l'idée même de vouloir les automatiser, on a anticipé l'idée que ça allait être très très simple. Et puis en fait, on se rend compte que pour automatiser tout ça, il faut faire appel à un tas finalement d'expertise qui viennent d'un tas d'outils. Aujourd'hui, si on scanne un petit peu l'écosystème programmatique, il y avait un scan qui a été proposé par l'UDECAM et Stratégie qui parlait de lui-même. On compte plus de 135 acteurs du côté de l'ensemble de la chaîne et 15 outils différents classés dans des catégories qui ne se parlent pas. SSP, DSP, etc. SSP, DSP, DMP, ad vérificateur, trading desk, agence. Voilà, donc globalement, il y a un tas de gens qui opèrent aujourd'hui et dont les KPI, les langages ne se parlent pas. Donc voilà, ça rend complexe le marché. Merci Élodie pour cette mise en perspective. Antoine. Je vais rejoindre Élodie sur le principe. Au début, on a dit que c'était une promesse marketing, le bon message au bon moment, sur le bon inventaire, etc. En pratique, c'est quand même beaucoup plus compliqué parce qu'on a un nombre de leviers hyper importants à gérer, les inventaires, les deals, les audiences, le format, le message créatif, la géographie, l'heure. Et bien sûr, sans parler de la météo. Voilà, et sans parler de la météo et bien sûr l'enchère qu'on va associer à toutes ces stratégies qu'on va mettre en place. Et après, s'ajoute bien sûr à cela les walled gardens qui nous imposent d'acheter sur certains DSP leur inventaire parce qu'on ne peut pas les avoir ailleurs, l'utilisation de plusieurs outils et tous les autres outils associés qu'on est obligé d'utiliser, la visibilité, la fraude, etc. Voilà, donc tout ça, ça rend quand même assez complexe et ça génère de multiples combinaisons possibles dans les achats. Merci Antoine. Guy, pourquoi le programmatique est si simple en théorie et si complexe en pratique ? Alors c'est un point de vue, c'est pas le point de vue général. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, il y a les sachants d'un côté et puis il y a ceux à qui on propose les choses, les campagnes. Là, on a cité peut-être une dizaine d'acronymes, SSP, DSP. D'accord ? Désolé, mais on ne peut pas faire ça. Non, mais c'est ça. Et déjà, on s'aperçoit que rien qu'à ce niveau-là, entre les acteurs, déjà, c'est pas
forcément très très clair. Donc déjà, l'explication des acronymes, entre nous, elle n'est pas très évidente. Et dès qu'on sort du périphérique de Paris, c'est encore pire. Alors, ma casquette géolocalisation et marque à réseau et communication locale, puisqu'on est vraiment spécialisé là-dedans. Et c'est vrai que voilà, il y a déjà une problématique de discours, d'explication de texte sur qu'est-ce que c'est, avant à quoi ça sert, et la promesse d'origine, effectivement, qui est le bon message au juste prix, au bon moment, etc. Merci Guy. Éric, pourquoi c'est si complexe en pratique et si simple en théorie le programmatique? Alors, c'est pour rebondir sur ce que tu viens de dire, en fait, concrètement, si on va trop dans le détail et qu'on parle de DSP, de SSP, date verification, de date server, etc., on va perdre des interlocuteurs, un certain nombre en agence, même en agence, et au niveau des annonceurs et des marques, on va en perdre encore plus. Et je ne souhaite pas en perdre sur The Programmatic Society. Voilà, donc c'est pas le but. Et en même temps, si on dit rien, on est hyper boîte noire. Et c'est ce qui a été reproché pendant de nombreuses années à certains gros acteurs du programmatique en disant non mais t'occupe pas, j'ai la meilleure techno. Je gère. C'est une fusée, c'est une roquette, enfin bon voilà, il y en a pas mal qui pouvaient surfer là-dessus. Ça marche super, je vais trouver tes bons clients, cherche pas, enfin c'est mon problème. Voilà, et en fait, derrière, il y avait forcément des choses qui n'étaient pas si sophistiquées que ça. Ou alors, il y avait potentiellement beaucoup d'abus de retargeting, c'est-à-dire qu'on vendait des campagnes de prospecting, mais en fait, c'était à 80% du retargeting de l'audience, du site de la marque, en fait. Donc voilà, donc c'est effectivement comment est-ce qu'on pilote ça entre la transparence et expliquer vraiment quand ça marche, mais tout en essayant de rester assez simple pour ne pas perdre les interlocuteurs, et puis toujours se raccrocher au final aux objectifs marketing et commerciaux. Parce que bon, c'est ça qui intéresse la marque. Quand même, on est là pour vendre des yaourts quand même, et voilà. des voitures, alors, etc. À la base, au final, ça reste assez basique, l'objectif des campagnes. On est tout à fait d'accord. Alors, justement, merci Éric. Une fois qu'on a à peu près compris comment fonctionnait le programmatique et qu'on se lance, à votre avis, pourquoi, parfois, le programmatique déçoit certains acheteurs? Élodie. Pour les raisons qu'on vient d'énoncer là, c'est-à-dire il y a une complexité opérationnelle qui fait que ça devient, c'est pas si évident finalement d'apporter de la clarification dans les données qu'on reçoit. C'est une économie qui est comportementale. Je pensais aussi aux résultats. Je ne pensais pas tant sur le plan opérationnel, mais plutôt aux résultats. Parfois, on peut avoir des déceptions aussi sur certaines campagnes. Est-ce qu'il y a une incompréhension au départ? Non, pas forcément. C'est pas forcément l'incompréhension. C'est le fait que cette économie-là, elle est basée sur essentiellement du comportement. Donc, on laisse des traces, on laisse donc il y a de la data. Cette data, il faut savoir la mesurer correctement et l'opérer correctement. Et là-dessus se pose le problème de la mesure. Encore une fois, elles sont pas toutes traitées de la même manière. Il y a pas de, ouais, ça se parle pas assez. Donc, grosso modo, on a un coût de la donnée. Dont on espère avoir une rentabilité, dont on espère réussir à obtenir les KPI et mesurer correctement. Et on se rend compte qu'il y a des biais qui viennent justement du traitement de la donnée, du traitement de la mesure. Et donc, globalement, c'est pas sûr que tous nos indicateurs de performance soient bons. Merci, Élodie. Antoine. C'est exactement ce qu'elle vient de dire. On a, je pense aujourd'hui, un problème dans la mesure. Il y a 10 ans, la mesure dans le digital était assez fiable. Il y avait moins de devices, donc on arrivait mieux à suivre les internautes. Aujourd'hui, on est contraint à plusieurs points. Les cookies, grâce au RGPD, donc quelquefois les tags ne sont pas déclenchés. Les navigateurs maintenant qui protègent les internautes du tracking. Oui, Safari par exemple. Safari, Firefox récemment. Ouais. Donc tout ça, je pense que la mesure, elle n'est plus aussi fiable qu'avant. Il y a eu une époque où on a commencé à parler du cross-device, qui avec RGPD a complètement redisparu du marché. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment ça qui pose un réel problème. Après, on voit aussi tous les outils tiers qui n'ont pas forcément les mêmes normes. Le taux de visibilité, en général, il n'est pas calculé de la même façon. Alors effectivement, les mesureurs mesurent exactement les mêmes impressions visibles. Maintenant, le taux n'est pas toujours calculé de la même façon. Il y en a qui le prennent avant la fraude ou après la fraude. Ça change quand même légèrement les choses. Alors, pour revenir sur un de tes points, je vais être un peu polémique. C'est hyper rare, mais il y a des fois, j'ai envie de me dire, que fait le CESP, quoi ? C'est-à-dire avoir une sorte d'organisme qui, je rappelle que le CESP, c'est le Centre d'études des supports publicitaires. Et que fait-il pour, justement, en tout cas pour ce qui est du marché français, on est d'accord qu'on est sur un marché international, mais quand même, au moins sur le marché local, il y a une norme, notamment en termes de mesures, pour que, d'une certaine manière, tout le monde soit d'accord sur la mesure. Peut-être que je suis naïf dans ma réflexion, mais je me permets de rebondir sur ton point par rapport à
à cette idée que j'ai dans la tête, qui est de dire, mais le CESP, que faites-vous, quoi? Il y a l'histoire des ID universels. Je pense qu'il va falloir que le marché avance et que ça corde assez vite sur... Il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs initiatives. Tu avais fait une émission là-dessus. Je pense qu'il va falloir vraiment que ça accélère, parce qu'aujourd'hui, le cookie va vraiment mourir. Et ça commence déjà, on voit les effets aujourd'hui. Et je pense que c'est ça qui peut décevoir. Les walled gardens, etc. Qui, eux, ont certains un login, comme on le sait, sans citer aucun walled garden. Nourrit la bête. Le programmatique, ça a nourri la bête. C'est vrai. Donc, merci pour ces précisions. Guy, Quoi? pourquoi ça déçoit parfois les acheteurs? Alors, ça déçoit les acheteurs ou ça déçoit Parfois, pas tout le temps, Ouais, d'accord. non, mais bien sûr, il y a une hétérogénéité complète en fait. Nous qui sommes membres de l'IAB, je profite de faire la pub de notre association, on essaye de normer, de fixer les choses. Alors, on peut toujours critiquer les normes, mais c'est comme les études d'audience ou comme les études de presse. Il faut un panel et il faut quelque chose. Et en fait, c'est extrêmement hétérogène. Il y a pratiquement autant de technos, de third party. Moi, je ne suis pas un technicien. Il y a des super technos à Paris incroyables. Il y a des dizaines de startups qui ont lancé des trucs formidables. Le problème, c'est qu'à un moment donné, si on ne norme pas ça, effectivement, qu'on n'ait pas une norme pour tout le monde applicable. L'IAB a quand même réussi à faire un certain nombre de choses assez formidables. J'y étais pas à l'époque. Au moins pour dire que les formats soient les mêmes sur les sites, quoi. Bon, si on commence déjà par ça, c'est déjà pas mal. Alors après, la mesure, effectivement, comme tu dis, Élodie, c'est la mesure de ce que le client a envie aussi de voir. On peut mesurer des milliards de trucs, on a des milliards de données, sauf que le client final, il est complètement paumé. Et lui, il dit, je fais de la pub, je vends des yaourts, pour reprendre ton expression. OK, combien j'en ai vendu? Ça, c'est une chose, mais ce n'est pas juste avec le programmatique qui va vendre des yaourts, c'est avec plein d'autres choses. Et finalement, pas rentrer dans les discussions sur les modèles d'attribution dans tous les sens, il y a des technos incroyables là-dessus, c'est en faire super complexe et c'est très arbitraire. Donc, point de vue de ce que nous, on gère, par exemple, avec la Fnac Darty sur le local, on est très très loin de ce qu'on est en train de raconter sur Paris. On est très loin parce que la capacité de compréhension déjà du système et de la mesure, elle se fait sur des choses beaucoup plus simples, peut-être plus simples pour certains, mais plus claires pour le client. Et donc, c'est ça qui va faire jauger de ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, ça a marché, ça n'a pas marché, etc. Donc, c'est quand même assez compliqué. Mais bon, il faut que le marché se norme un peu entre nous aussi déjà, parce que déjà quand on raconte des tas de choses très compliquées, que nous-mêmes quelquefois on ne maîtrise pas forcément toujours, à un moment donné, il faut que ça leur arrive un petit peu plus de façon pédagogique, simple et compréhensible. Sinon, l'adoption du canal, même si l'adoption était forte, je dirais massivement à cause du prix, ou grâce au prix, c'est principalement ça, je le vois bien en local, on est sur des fois 10 en moins en termes de budget, et pour les marques en local, c'est hyper important. Voilà, il faut que ça se norme un peu plus vite, quoi, c'est clair. Merci Guy. Eric. Alors, oui, je pense que sur justement cette partie peut-être un petit peu de déception du programmatique, je pense que si on part du début, c'est vrai que c'est important peut-être de ne pas limiter le programmatique à l'achat média. Et justement, pour le coup, quand on parle de programmatique, c'est beaucoup achat média programmatique en temps réel, patati patata. Et il faut aussi bien penser à la data. Alors même si c'est l'air tarte à la crème, de plus en plus, il y a des solutions qui permettent de certifier la data. Donc effectivement, il y a ce que tu fais au niveau de la data géolocalisée. On sait que ce sont des consommateurs qui vivent sur la zone et donc qui fréquentent tel et tel magasin. Et donc ça permet de certifier on touche une cible justement qui est sur la zone et qui est adressable et qui peut aller dans les points de vente de telle ou telle marque, d'une concession auto, d'un supermarché, etc. Il y a aussi le retail média qui se développe beaucoup. Il y a des initiatives assez nouvelles comme Shopper Factory qui permettent justement de certifier qu'on a bien des acheteurs de telle catégorie de produits, dans telle enseigne, et donc de toucher cela, et après potentiellement de voir s'ils ont acheté en magasin, etc. Et donc dans ce cas-là, si justement en amont on a bien fait attention à ces cibles, et notamment via des surcouches data, pour savoir vraiment à qui on parle et pas juste à identifier du média, en bout de chaîne, on va pouvoir mieux mesurer justement les performances. Alors il y aura toujours des biais, potentiellement, mais on fera des progrès. Mais on fera des progrès, quoi. Je peux rebondir. Ah mais bien sûr, rebondis. Ah oui, Élodie, vas-y. Non, mais parce que le problème aussi, c'est d'où vient cette data et comment est-ce qu'on la crée. Et globalement, la data aujourd'hui, elle vient aussi d'algorithmes de scoring qui permet, à partir d'une donnée, de recréer d'autres données, Donc, je pense qu'il faut prendre un peu du recul pour savoir d'où vient cette data et à quoi est-ce qu'elle sert. Je vais prendre deux exemples, on va comprendre très bien. Waze, par exemple. Le navigateur qui permet... Le GPS sur nos téléphones pour faire... aller d'un point A. D'un point A à un point B.
les données qu'il va récupérer et les informations qu'il nous donne ne sont pas forcément que des informations à usage personnel. Pourquoi ? Parce que quand on va recevoir un trajet optimisé par Waze, Waze aussi derrière a une autre ambition qui est par exemple de désengorger une ville, de désengorger, vous voyez, donc, et ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que la donnée qu'on a laissée va être retraitée pour identifier d'autres segments de comportement qui vont pouvoir être vendus en publicité. C'est pareil sur les environnements de la rencontre, du matching amoureux. Là. Les algos, ils ne te disent pas... Alors, il paraît qu'il y a un truc qui est incroyable, les mecs, ils veulent que des nanas de 23 ans. C'est un fait mondial. Bon, on ne va pas donner... Non, je plaisante. Non, mais c'est le féminine, 23 ans. Et alors, donc, si l'algo ne donnait que du 23 ans, évidemment, il n'y aurait pas assez de possibilités de laisser de la donnée, puisque, donc, du coup, l'algorithme va donner tout un tas d'autres profils. Ces autres profils vont permettre à des gens qui utilisent de rester plus longtemps sur l'application et de générer plus de données comportementales, réanalysées, rescorées, etc. Non, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a une sorte de biais volontaire. Il y a un biais volontaire, parce qu'on est dans un... d'usage de data par les opérateurs. Bah oui, parce qu'on est dans une économie où on parle on parle de personnalisation, mais on ne parle pas d'individualisation. L'individualisation, elle n'existe pas. En fait, on est tous un peu normés pour rentrer dans des cases de manière à avoir des masses assez importantes sur lesquelles on puisse travailler du business. Donc, il y a quand même ça à avoir en tête. Moi, je pense que... du coup, je remets un petit peu en perspective ce que tu disais, mais il ne faut pas avoir une fiabilité à 100% sur la donnée. Du moins, quand elle existe, l'ultra-personnalisation, on n'attend pas des niveaux de reach. Voilà, mais c'est pour ça. Après, on a des problèmes Alors, de délivrabilité. justement. Pour ça. Ouais. Mais juste pour rebondir là-dessus, tu as raison, mais c'est vrai que là, on peut un peu défendre nos données françaises pour le coup, parce que les données américaines, dont tu as parlé, peut-être du West, du Tinder, etc., c'est pas transparent la manière dont c'est traité. Effectivement, c'est censé exactement. être des gens qui vont d'un point A à un point B pour Waze. En fait, ils retraitent plein de choses. C'est ça. Et au final, tu n'es plus sur du comportement avéré. Par contre, il y a des enseignes françaises, pour le coup, pour parler justement, pas que parler des GAFA comme Auchan, qui justement mettent sa data à la disposition d'acteurs, tiers, d'accord ? Via Alors, en first party. Oui, en first party. En first party, mais Et là, c'est pas de la donnée transformée, on est sur des non. choses très simples d'acheteurs, de Constat catégories de d'achat. produits, etc., de constats d'achat. Oui, Et après, oui. on expose ces gens-là, ces acheteurs, à des campagnes, et on voit si derrière, 3 semaines après, ils ont acheté en magasin ou pas. Donc, first party, oui. On parlait Ok. de scoring derrière. En tout cas, ce que je retiens à travers l'exploitation de la data, donc on a parlé tout à l'heure de la complexité, on vient de parler de la déception. Pour cette déception, on peut se dire que peut-être que la data permettrait d'avoir moins de déception, mais en gros, le programmatique vend un peu du rêve au départ. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que oui ou non, certains disent que le programmatique vend du rêve. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ils vendent des expertises. Élodie. Ils vendent des expertises. Et on a besoin de comprendre ce qu'on fait, donc on a besoin d'avoir des experts, acheteurs, on a besoin du coup de former beaucoup, on a besoin de clarifier l'obésité des données là dont on a parlé, il y a trop. Donc je pense que les annonceurs ont besoin d'être accompagnés par des trading desks, des spécialistes. Et finalement, ouais, c'est plutôt une économie de l'expertise. Et en plus, on ne peut pas être expert de tout. Donc finalement, ça silote aussi le nombre d'experts nécessaires pour réussir une campagne. Donc, arrêter de faire rêver, mais démontrer son expertise. Démontrer une expertise et être en mesure de donner du sens, d'unifier des données, de les rendre opérables. Merci Élodie. Ça- Antoine. Ça rejoint beaucoup le premier point, la promesse marketing. Alors je vais revenir sur la data, mais la data aujourd'hui, un annonceur qui vous dit que le yaourt X, il est pour uniquement les femmes de 25-35, je pense qu'il loupe énormément de cibles potentielles. Je pense que la bonne méthode avec la data, étant donné qu'on ne sait pas forcément comment sont construits les segments, c'est d'abord de travailler des insights en amont, donc étudier l'audience du client, donc ses convertisseurs, ses visiteurs, et regarder les segments qui sont surreprésentés sur son audience. Après, ça permet de travailler le programmatique, et là, on va peut-être parler un petit peu de rêve. On travaille directement avec les audiences qui sont en adéquation avec ses clients actuels. Et ça, je pense qu'on peut obtenir des meilleures performances. Merci Antoine. Non, le travail que vient de dire Antoine, il est hyper important. Il est chez nous, il est entre nous. La réalité, in fine, c'est que est-ce qu'il a vendu plus de yaourt ou pas ?
Enfin, le week-end prochain. Enfin, tu fais... Oui, bien sûr. Oui, mais Est-ce d'ailleurs, il y a que un certain c'est nombre- certainement grâce à Antoine, c'est évident. Il connaît, il est pro, il sait, il maîtrise le sujet, il fait des insights, il fait des segments, il fait des poules de cookies et des poules de machin. Et le responsable marketing du yaourt, il dit j'en ai vu 12 de plus. Et si je reviens encore en amont, si l'offre au niveau de la création du message du yaourt, c'est un pack acheté pour un yaourt offert ou 8 packs achetés et éventuellement peut-être un bon d'achat, on pourra faire du programmatique avec des insights de chez Antoine ou de la géologue hyper fine comme je fais moi ou un conseil non faites pas faites, ça ne marchera pas mieux. Donc la promesse et le rêve, pour revenir à ta question de base, qui est le rêve que ça vend, c'était ce que tu disais au tout début, c'est je cible un internaute en temps réel. Ouais. Et là, tout le monde a fait waouh, truc de dingue. Ouais. Sauf qu'on avait oublié la création, la dimension Non, mais- créative ça, c'est la base. création, c'est le problème aujourd'hui. et la dimension de l'offre elle-même. C'est-à-dire qu'on peut avoir une belle création, mais si d'un point de vue commercial, l'offre n'est pas au rendez-vous. Donc évidemment, derrière, on met de l'ingénierie, de l'intelligence, des ingés, de l'IA, de tout ce qu'on veut pour affiner de plus en plus. Et avec les questions de reach, qui vont être plus faibles. Alors encore plus sur le local, hein, quand j'ouvre un Lidl à Trou-sur-Mich, ce qu'on fait tous les jours, et qu'on a 1257 habitants, avec un petit géofence de X, parce que bon, ça devient compliqué d'aller faire les intentionnistes d'achat peut-être du pack de morue qui arrive le week-end prochain ou des 1 euro sur les légumes. Parce que la réalité côté client, oui, mais c'est une la réalité réalité côté côté client, elle est là. annonceur, bien sûr. Pardon d'être un peu basique, mais Mm. la réalité, elle est là. Mm. Donc on peut mettre des équipes, des tas de trucs dans tous les sens, et c'est formidable. Je ne critique pas du tout le sujet. Le problème, c'est que derrière, effectivement, on est là. Et donc, pour revenir à l'histoire de la création, c'est juste super important. Et on a eu des tas de cas de figure, tu as dû en avoir aussi, où on encore t'envoie des énormément JPEG d'idées. fixes avec une image et juste un format, et Ça tu reste dois, 50%, tu ça dois reste- dépoter le nombre de yaourts. Ça reste 50% des campagnes. hein, quand même. Donc le côté temps réel, le côté temps réel, diffusion temps réel, moi qui ai 8000 ans, beaucoup plus vieux que vous, qui ai fait du Figaro, du M6, de la presse magazine, du Géo, du Ça m'intéresse, où je racontais rien d'autre que comment ça marchait chez vous, et client qui me dit bah j'en sais rien. Là, on passait à un autre cap qui était absolument dingue, il y a 10 ans, 8-10 ans, on va dire, qui était je vais cibler une personne en temps réel au moment où elle se connecte sur Internet. Waouh, truc de malade. Mais voilà, c'est la technologie, l'informatique a aidé à tout ça. Maintenant, derrière, il y a tout ce que vous dites en termes de data, de retraitement, d'insight, de retargeting fin. de Chaque tout ça. segment de data ferait le bon message aussi. Et de création, c'est ce que Mais la Mais création, déjà, à la base, Qui est commencer le parent par... faible, qui reste voilà. le parent la faible. création Surtout reste, voilà, je fais moins 5% sur la prochaine Ferrari, Surtout j'aurai aucun en clic programme. ni en programmatique ni ailleurs. Bon, On voilà. reprendra cet exemple de la Ferrari. Je retiens aussi le nom. Très du mauvais village. exemple, hein, on est Ouais, je retiens aussi le nom du village de tout à l'heure, mais bon, Ouais. je vais rechercher. hein. Eric, ton avis sur le fait que le programmatique vend du rêve, t'en penses quoi? Alors, Pour retourner ta question, Ouais. en fait, si une marque ou un annonceur ne veut pas acheter du rêve, ou veut éviter dans la mesure du possible d'acheter du rêve, qui n'achète pas des boîtes noires. C'est-à-dire que si un prestataire, un acteur vient le voir en disant non mais c'est Wonderland, c'est merveilleux, ça marche tout seul, c'est Mais super, c'est super. on met toute ta data, je fais tout, regarde, je vais te sortir des super dashboards trop beaux, hybrides, ça clignote et tout. Voilà, ça faut éviter. Parce que justement, il y a d'autres acteurs qui justement se prennent la tête à faire plein de segments, à dire regarde, on a fait 10 segments, on va les tester, etc. Et donc ça, c'est super important. Donc je pense qu'il faut vraiment éviter les boîtes noires, et il y en a encore pas mal sur le marché. Il y en a même des nouvelles qui arrivent, enfin, même si c'est surprenant, mais c'est la réalité. Donc voilà, une marque, un annonceur, s'il ne veut pas acheter du rêve, qu'il n'achète pas quelque chose qu'il ne comprend pas ou qu'il ne peut pas comprendre, où on lui dit non mais c'est bon, ça va marcher tout seul, t'inquiète, et concentre-toi sur ton métier, moi je fais le mien. Enfin, voilà, je pense qu'il faut pas aller trop dans la complexité, mais il faut comprendre comment ça marche, parce que s'ils savent comment ça marche et quelles personnes sont ciblées et comment la campagne va être diffusée, ils vont pouvoir savoir, ok, bah, est-ce que ça a une chance de justement de générer des ventes. Donc si on ne comprend pas, c'est qu'il y a un loup, il ne faut pas y aller. Ouais, Très bien. clairement. Alors C'est ce que justement, pensent d'ailleurs les annonceurs aux États-Unis. hein. Il y en a la moitié qui... tout à fait. Ouais, il y en a- Et ça rejoint la prochaine question, qui est justement, quels seraient les bons réflexes que devraient adopter les acheteurs et les annonceurs afin d'assurer le succès opérationnel et marketing de leur campagne programmatique? Élodie. Plus de transparence, ça c'est sûr. Je pense que en tout cas chercher à en avoir, donc mettre en place des méthodologies peut-être aussi de test and learn, de pouvoir apprendre après par A/B testing, de pouvoir commencer à cibler large et puis rentrer dans des profiling, enfin d'être sur des trucs très opérationnels. Je pense à créer soi-même, voilà pour justement redonner du sens à ce qui paraît ne plus en avoir. Nous en tout cas on se bat beaucoup pour pouvoir unifier l'ensemble des touchpoints, pour pouvoir unifier l'ensemble des stratégies, pour pouvoir comparer des créations en temps réel qui impliquent des interactions, enfin pouvoir Plus de plus savoir, transparence, plus mais de nous-mêmes, test and c'est-à-dire learn, plus de test and learn, aller le faire plus de remise soi-même. en question aussi.
Il ne faut pas hésiter, en tout cas, à en avoir. En tout cas, on a fait une émission juste avant sur le rôle du trader et on a déterminé, par exemple, qu'il fallait mettre son ego un peu parfois de côté, même quand on est une marque ou un annonceur, pour accepter la réalité de ce qui est remonté. De l'apprentissage, Et- d'avoir une vraie courbe d'apprentissage Et de ne pas faire d'autonomie. de sachant, pour reprendre un des termes qui a été tout à l'heure utilisé. Merci Élodie. Antoine, quels seraient les bons réflexes, et tu es bien placé puisque tu es acheteur, afin d'assurer le succès opérationnel et marketing des campagnes programmatiques? Je vais surtout m'adresser aux annonceurs par expérience. Mhm. Aujourd'hui, les annonceurs ont tendance à prendre plusieurs acheteurs. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui va faire l'acquisition, quelqu'un qui va faire le retargeting, etc. Bon, déjà, on parlait de mesures, mais forcément, une campagne d'acquisition en display, elle a peu de chances de convertir au dernier clic. Donc, qui est-ce qui prend à chaque fois? C'est les retargeteurs, etc. Donc, il y avait déjà une mauvaise lecture, c'est ce qu'on expliquait sur les métriques. Après, ce que je vois aussi, c'est qu'on commence à nous mettre des objectifs de performance multiples. On dépasse 1, voire on va jusqu'à 3, 4 objectifs de performance. Je veux de la visibilité à 80%, je veux un CPV, un coût par visite à moins d'€1, et le tout avec 2 minutes de temps passé sur le site. À un moment, il faut commencer à être raisonnable. Combien il faudrait en fait d'objectifs de performance? Je pense qu'un ou deux, un ou deux maximum. On se cale sur un objectif de CPV réaliste, parce qu'on a tendance à casser les prix. En fait, ils se font rêver eux-mêmes en fait. Ouais, je pense qu'ils se font rêver eux-mêmes. Ils se font mousser aussi. Il y a peut-être aussi l'idée C'est pas de... tellement ça, c'est qu'on leur a dit que ça allait être un truc de malade. Voilà. Oui, Et d'accord. qu'ils allaient pouvoir tout faire et que grâce à nous, on ne va pas vous expliquer le HTML5, c'est trop compliqué, vous êtes responsable marketing. Bon, laissez-nous faire, faites-nous confiance. Et en fait, on leur a vendu tout ça en fait. Et Ouais, aujourd'hui, on d'accord. est en train de faire marche arrière en disant merde, comment est-ce qu'on leur explique? Donc c'est tout. Et d'ailleurs, ZDO, ils ont tout ce qu'il faut pour faire du retargeting et machin truc. Mais on leur a expliqué ça il y a 8 ans ou 9 ans ou 10 ans. Et aujourd'hui, on est en train de, comme dit Élodie, c'est pas de sa faute, c'est ni la mienne, ni là, on est en train de redire les mêmes choses qu'il y a 10 ans. Il faut de la transparence, il faut leur expliquer. Et ça a commencé avec le sapin, entre guillemets. Oui, Histoire de qui balancer aussi. un peu sur la table. Ça fait, voilà, et Macron 1, Macron 2, elle est où la conférence? Ah ben moi je suis DSP aux États-Unis. Oui, mais il y a la loi Sapin, monsieur DSP aux États-Unis. Loi Sapin. Oh yes, Christmas time. Yes, Sapin, Noël, yes. Mais on en est encore là aujourd'hui. Donc il y a beaucoup d'initiatives. Je caricature pour foutre un peu de. Hein, Oui, non, mais c'est bien, ça met du rythme. C'est ça. Entre le nom du village, Christmas Time, etc. Il y en a une collection, Non, mais c'est la pas mal. réalité, c'est ça. Est-ce qu'Antoine, tu Non, mais voulais après, terminer? oui, Après, je t'ai coupé, pardon. après, je Il te y a pas de redonnerai la problème. parole. Après, il y a le message créatif dont aujourd'hui on peut mettre de multiples scénarios en place en programmatique. C'est ce qu'on nous demande, les annonceurs, avec différentes stratégies. Mais bon, en général, la créa, comme tu as dit tout à l'heure, c'est souvent le même JPEG avec le même message. Sans parler des click to action, quelquefois qui sont quasi inexistants dans des créas qu'on peut recevoir. Et après, on nous dit la campagne programmatique n'a pas fonctionné. Bon, excuse-moi, mais on va peut-être revoir un petit peu le message dans ta créa, quoi. Il ne donne pas du tout envie d'aller vers le clic. On est d'accord, il visite. faut revenir sur la création, l'offre, etc., Ah ouais, comme on l'évoquait tout C'est à un peu l'heure. du rétropédalage. Je finis C'est ça. juste ça très Ah non, rapidement. tu finis, non, tu commences. Non, non, Voilà, arrêtez, c'est parce bon. qu'après, C'est bon, Michel. Après, on va dire que, Guy. en fait, à ta question, à ta dernière question, Donc, les bons réflexes que devraient adopter les acheteurs afin d'assurer le succès opérationnel marketing. le premier bon réflexe pour moi, c'est mon point de vue, c'est de parler avec le client. Hein, aujourd'hui, il y a des mails, il y a des messengers, il y a des SMS, et tout ça. Mais aujourd'hui, il faut leur parler. C'est-à-dire qu'il faut se mettre autour de la table. Ils n'ont pas le temps, on n'a pas le temps, personne n'a le temps. Très bien. Mais à un moment donné, il faut faire break. Il faut leur parler, se mettre autour de la table et discuter, échanger. Et en gros, prendre ce que je fais depuis 8 ans, un paperboard, 3 stylos, et d'expliquer qu'est-ce qui se passe, le cercle, le machin, le RTB, etc. Et en fait, quand on commence à parler aux gens et qu'on leur dit, mais vous comprenez ce que je dis ou pas? Parce que par mail, je peux mettre du ton. Voilà, on dit à nos enfants, arrêtez de vous passer des SMS, téléphonez-vous, quoi, appelez-vous, parce que le lol, le point d'exclamation, ça veut dire que tu as mis un point à la fin de ton truc. Bon, c'est pareil, il faut leur parler. Moi, je fais le Tour de France en ce moment, avec des responsables marketing de gros groupes pour Citroën et DS Automobile. On passe autour de la table et on se parle. Vous comprenez ce que je dis? Impression, Ouais. affichage, etc. On revient à ce que tu Mais- disais tout à l'heure, n'achetez pas ce que vous ne comprenez pas. Voilà, si vous ne comprenez pas le truc, posez-moi la question, je viens vous voir, je vous explique, dire voilà, oui, c'est quoi la data là? Vous trouvez où la data? Ouais. Ah oui, alors on va vous expliquer, il y en a chez machin, il y en a chez truc, on la teste, mais on coupe, bon. Et là, on explique. Et en fait, il faut déjà se parler. Oui, encore faut-il aussi, si je puis me permettre, que je dis parler de l'ego tout à l'heure. Ça paraît dingue de parler d'un soft skill comme l'ego, mais aussi que les annonceurs aient l'ego et en fait la franchise de reconnaître qu'ils ne le comprennent pas. Oui, bien Parce sûr. que souvent, pour ne pas perdre la face en interne, on ne veut pas expliquer qu'on n'a pas compris un nouveau concept, etc. Et en fait, si on se le fait expliquer, tout va très bien. Et en fait, je pense que tout le monde est à un niveau de question ou de remise en question
que en fait, tu peux poser la question, tu me rendras service aussi, en gros, entre guillemets. Donc, c'est dire aussi aux annonceurs, osez poser des questions, vous ne serez pas bête, au contraire, vous allez peut-être même remonter dans les cimes de votre hiérarchie, puisque vous serez en mesure de pouvoir restituer ce que vous avez compris. Il faut qu'en interne, on fasse notre propre analyse aussi. Hein. Les traders, ils envoient des bilans avec des tas de mots dans tous les sens, les gens comprennent pas. Il faut déjà qu'aussi les traders, qui sont hyper experts des audiences et des techniques et qui ont suivi, qui ont beaucoup bossé, puissent expliquer assez simplement que, voilà. Il y a des interlocuteurs en agence qui sont très jeunes, qui vont comparer des CPA de search avec des CPA de display. Voilà, c'est clair. Complètement ridicule. Quoi. Oui, bien sûr. Le mot de la fin pour toi, Eric. Bravo. Bravo, c'est flatteur. On a parlé de transparence. Donc, pendant longtemps, il n'y en a pas eu. Et il y a toujours des acteurs qui font preuve d'aucune transparence. Bon, c'est hallucinant, mais c'est comme ça. Et donc, ça génère un manque de confiance des marques et des annonceurs. Et l'air de rien, il y a une surenchère sur les KPI. Comme je ne comprends pas tout, mais j'ose pas te le dire parce que je ne vais pas passer pour une quiche. Exactement. Ton CPA, c'est 1,50 €. Voilà, c'est ça. Là, mais je vends des chariots élévateurs, moi. Et je vais te punir en me mettant 3 KPI avec des taux hyper élevés qui sont inconciliables entre eux. Et donc voilà quoi. Et c'est là où là, il faut se reparler, effectivement. Voilà. Et si soit le trading desk ne comprend pas le business du client, parce que ça peut être ça aussi. Il faut comprendre le business de son client aussi. Quoi. Parce que si tu ne le comprends pas bien, tu vas faire des campagnes pas terribles. Quoi. Et inversement, donc voilà. Bon, grâce à vous, on aura compris encore une fois que l'humain revient au centre de la stratégie marketing et de communication sur le programmatique. Et en plus du pouvoir, surtout. Et puis une reprise de pouvoir. Les annonceurs reprennent le pouvoir, les agences reprennent le pouvoir. L'idée, c'est de pouvoir... On a parlé même de la reprise du pouvoir des services de création publicitaire en amont dans une précédente émission pour expliquer que, comme on vient de le dire aussi, la création, c'est l'essentiel. Commencer par l'essentiel, mettre en place des technos ou utiliser des technos qui permettent d'unifier des données pour qu'elles reprennent du sens, de normer. Voilà, c'est vraiment l'enjeu de demain, quoi, de unifier tout ça pour qu'on puisse exister dans l'open web en dehors des GAFA. Tiens, ça serait parfait, ça. Eh bien, c'est sur ces... Ça c'est dit. Eh bien, c'est sur cette punchline que nous allons nous quitter. Je vous remercie beaucoup pour nous avoir expliqué qu'en fait, on n'est pas sur une route vers l'enfer pavée de bonnes intentions, mais justement, juste sur une route de bon sens. Donc, voilà. Merci à vous. Merci, Michel. Merci, à bientôt. Michel. Ainsi s'achève ce débat autour du programmatique et de la créativité publicitaire. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Trop d'acteurs, de concepts et d'acronymes ont complexifié la compréhension du programmatique. 2. Message aux annonceurs, n'achetez que ce que vous comprenez. Vous ne comprenez pas, n'achetez pas. 3. Autre message aux annonceurs, évitez la multiplicité des objectifs de performance. 1 à 2 objectifs de performance suffisent. Plus d'objectifs grèvent fortement votre potentiel et efficacité marketing. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Orange Advertising, France Télévisions Publicité, Smile Wanted, TradeLab et Emotive pour leur soutien. Partenaires médias CB News et Redcard. Partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme. Traduction et sous-titrage par Uptown.